Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien dans vos têtes et dans vos cœurs comme d'habitude. Petite vidéo improvisée avec le maillot collector, il fait un peu plus frais, ça y est, donc je hausse un petit peu le manche long, même si c'est un petit peu chaud là-haut, mais bon, ça va aller pour la vidéo. Petite vidéo improvisée parce que, bon, j'ai rien écrit hein, comme d'habitude, un peu de freestyle, ça fait pas de mal. Pour réagir toujours à l'actualité d'Arsenal, et notamment à la politique de transfert d'Andrea Berta. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite dans la vidéo, ça va être une vidéo beaucoup moins longue que celle qui est sortie précédemment. Parce que la chose que je vous avais dit dans une ou deux vidéos, je me souviens plus dans laquelle c'était, et que je maintiens, c'est que les gars, calmez-vous, ça y est, la Coupe du Monde est terminée, l'Argentine n'a pas gagné. Je dis pas que l'Espagne a gagné, je dis que l'Argentine n'a pas gagné. C'était le plus important. Et je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, on est qu'en juillet, il y a la Coupe du Monde, il y a un gros vivier de joueurs, et surtout de top joueurs qui étaient à cette Coupe du Monde. On attend que cette Coupe du Monde passe. On voit que dès que la Coupe du Monde était passée, Trossard était parti. Lazzolis, ça s'est débloqué. Rogers, ça s'est débloqué. On va en parler un peu plus tard. Et donc, du coup, il faut être un peu plus patient. Les mercatos avec des compétitions internationales comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, majoritairement, parce que c'est vrai que la Copa América, ça brasse un petit peu moins de top joueurs que les compétitions où il y a des nations européennes, qu'on le veuille ou non. Et du coup là ça va se décanter au fur et à mesure du mercato, et surtout je pense à partir du début du mois d'août. Je pense que le mois d'août va être très animé pour beaucoup de clubs, et notamment pour Arsenal. Donc là où je veux en venir, c'est que même si je suis partisan de se calmer, de laisser le club travailler, il y a quelques petites choses qui me gênent, et où je vais rejoindre notamment l'opinion publique. Comme on dit, je suis pas un mec qui met forcément contre l'opinion publique. Si la majorité de la fanbase a raison, et que les arguments sont fondés, et je vais aller dans ce sens aussi. On va parler du cas Morgan Rogers. Donc je sais pas s'ils annoncent encore une canicule d'ici la fin de l'été, mais si jamais vous avez besoin d'une climatisation, je vous conseille le modèle Morgan Rogers, qui est très efficace. À 137 millions d'euros, c'est un petit peu cher, mais efficacité garantie, surtout sur les fans d'Arsenal, je vous le conseille fortement. Non mais une petite clim. Moi je pense pas que ce soit une énorme clim non plus, c'est pas comme si on s'était fait voler le talent générationnel et les juniors croupies de cette génération justement. Mais ça fait mal quand même, parce que quand on a avancé un petit peu, quand on a gratté un petit peu dans le dossier, quand on a eu un peu plus d'éléments sur le dossier, Arsenal aurait pu boucler le dossier Morgan Rogers au mois de mai. En fait, il était évalué à autour de 80 millions d'euros. Et je vous avais dit en vidéo que Morgan Rogers, au niveau de son prix, je le vois dans la range d'Eberechieze, ce qui est à peu près ce qu'Arsenal a payé pour Eze. Je crois que c'était 70-75 millions. Morgan Rogers à 80 millions, je trouvais pas ça déconnant. Il est un petit peu plus jeune qu'Eze, à peu près le même profil, je trouvais pas ça déconnant. Et puis, Arsenal a trop attendu. Et encore une fois, je vous l'ai dit en vidéo, est arrivé Elliot Anderson, et je vous avais dit que ce transfert allait dérégler tout le marché. Ce transfert et le transfert de Tonali sont en train de dérégler tout le marché, notamment le marché des milieux de terrain. Quand on voit qu'Ayoub Body va partir à 100 millions d'euros, j'ai rien contre le joueur, il est très talentueux, mais c'est énormément d'argent investi sur de la spéculation, parce qu'il a encore 18 ans. On voit qu'en quart de finale face à l'équipe de France, ça a été compliqué. Donc c'est à peu près le niveau auquel il va jouer quasiment tous les week-ends. Donc il va s'acclimater, j'ai pas de soucis, mais en attendant, à l'instant T, c'est beaucoup d'argent dépensé pour un joueur qui n'est pas confirmé. Et du coup, de façon totalement logique, je dirais, Aston Villa a dit Manchester City a payé 125, 130, 135 millions pour Elliot Anderson. Non, on veut 137 millions pour Morgan Rogers. Et je comprends, honnêtement, que Arsenal, à partir du moment où Chelsea est arrivé, a dit Banco, Xabi Alonso veut le joueur, nous de toute façon on signe des chèques
comme on veut, et au pire, si on a besoin de rentrée d'argent, on se fait les montages financiers avec Strasbourg, etc. Ils ont eu 137 millions, ça leur a pas fait peur. Hop, ils ont posé le chèque. Je comprends tout à fait qu'Arsenal y soit pas allé, et je suis très content, parce que je trouve que c'est surpayé. Le montant de Morgan Rogers, très bon joueur, mais pas top joueur, justement. Et c'est vachement surpayé, 137 millions. À part si le mec te sort une saison l'année prochaine à, je sais pas, 20 buts et 30 passes décisives, ça va être compliqué de back-up ce prix. Je pense que ça va le suivre un petit peu comme Jack Grealish, malheureusement. Je pense qu'il va mieux réussir. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention quand même à ce prix-là. Et de toute façon, apparemment, le joueur a donné sa priorité à Chelsea. Donc moi, encore une fois, c'est pour ça que je suis pas fan de la piste Julian Alvarez. Si un joueur ne veut pas venir 100% à Arsenal, qu'il aille dans un autre club où il veut être à 100%. Et lui voulait être à 100% à Chelsea. Mais moi, là où j'ai un petit problème, c'est pourquoi Arsenal n'a pas plié l'affaire à 80 millions au mois de mai. Alors, moi, mon cœur de fan me dit que c'est totalement irréel qu'Arsenal ait fait ça, parce qu'un joueur de cette qualité qui valait le prix qu'Arsenal était prêt à mettre, il fallait le boucler tout de suite, au moins avoir un accord de principe ou quelque chose pour dire on bougera pas de ce prix, on le fera après la Coupe du Monde pour respecter le joueur, le timing du joueur, mais par contre, une fois que la Coupe du Monde est passée, on fait à 80-85 millions et puis on n'en parle plus. Maintenant, l'observateur de football me dit faut pas oublier que les transferts marchent sur année. Je crois que c'est du 30 juin au 1er juillet ou un truc comme ça. Et du coup, si Arsenal avait enregistré l'arrivée de Morgan Rogers au mois de mai, ça aurait été dans le bilan comptable de l'année 2025-2026. Et Arsenal a fait un très gros mercato l'été dernier, et je ne sais pas s'ils pouvaient se permettre de rajouter une ligne à 80 millions d'euros, sachant qu'il y avait déjà les 40 millions de Pierre Hincapié qui devaient être mis dans les comptes, parce qu'on savait tous qu'ils allaient lever l'option d'achat. Donc cet argument-là, pour moi, c'est le plus gros argument pour Arsenal de ne pas avoir fait ce transfert au mois de mai ou au mois de juin. Il voulait attendre après la Coupe du Monde, et puis est arrivé Elliot Anderson qui a déréglé tout le marché. Maintenant, la stratégie d'Andrea Berta, c'est par exemple d'avoir 5 targets au milieu de terrain. Il se met d'accord sur les conditions personnelles avec les 5, et puis après il va tâter le terrain auprès de chaque club. Toi, tu veux 110 millions pour Tonali? Ok, on s'était mis d'accord avec Tonali, mais c'est trop cher, on oublie. Toi, tu veux 100 millions pour Boadi? Ah, t'es sûr que tu veux pas descendre à 70? Non, il y a City qui veut mettre 100 millions. Ok, on s'était mis d'accord avec le joueur, mais on se retire. Et c'est ça la tactique d'Arsenal et d'Andrea Berta. Et moi, j'ai un petit problème avec ça. J'ai un petit problème avec ça parce que ça fait que les négociations traînent. Je vois avec Bruno Guimaraes, là, on est le 23 juillet. Apparemment, le dossier s'accélère enfin. Mais avant qu'Arsenal fasse une première offre, ça a mis du temps. D'ailleurs, Newcastle disait ok, il y a les intermédiaires qui parlent, les agents parlent, le joueur a dit qu'il était plutôt pour partir du côté d'Arsenal, mais on attend la première offre. Alors là, il y a des offres qui sont enfin arrivées, mais à chaque fois que vous voyez une news d'Arsenal, c'est Arsenal accélère pour Bruno Guimaraes, Arsenal accélère pour Morgan Rogers, Arsenal accélère pour Manu Koné. Mais on n'est pas chez une botte, les gars. On n'est pas chez une botte au moment. Il faut concrétiser, il faut au moins envoyer des vraies offres. Et moi, c'est ça où j'en veux à Berta, c'est qu'il n'envoie pas d'offres, ou alors il attend vraiment. Je ne sais pas ce qu'il attend. Arsenal n'a pas encore le pouvoir d'attraction d'un Real Madrid, d'un Barcelone, d'un Bayern Munich. On vient juste de gagner notre premier titre de champion depuis 20 ans. Donc on ne peut pas se permettre de faire le waiting game de ah bah on s'est mis d'accord avec ce joueur, on va attendre 2 semaines, il va ruminer, il va aller voir son club comme Gyökeres, il va dire bon les gars, moi je viens pas à la pré-saison, on s'était mis d'accord avec Arsenal, il n'y a toujours rien qui s'est passé, moi je veux partir, ça fait baisser le prix de 10 millions et puis basta. Non. On n'est plus dans ce marché-là. On est dans un marché malheureusement où il faut payer et surpayer les joueurs. Un Bruno Guimaraes, là je vois que au final
Newcastle était quand même parti d'un prix à 110 millions, je crois. Et là, ils sont prêts à accepter 80-85 millions, faut les poser. Faut pas essayer d'avoir 70, 75, faut les poser. Alors, je comprends d'un côté Andrea Berta, parce que j'ai vu que Zolis allait coûter 40 millions d'euros à Arsenal, qui est le même prix qu'Arsenal a payé pour Timber et Nkapie. Timber, top 3 des meilleurs arrière droits du monde quand il est fit. Nkapie, il doit être dans le top 10 ou pas loin des meilleurs arrière gauche aussi quand il est fit. Donc quand tu vois que tu les as payés ces prix-là, tu as tendance à te dire, bah pourquoi j'irais payer 137 millions pour un Morgan Rogers alors que je peux avoir n'importe quoi. Imaginons un Bradley Barcola qui est à peu près équivalent en termes de niveau à 75 millions. Je sais que ce ne sera pas le cas, je sais que ce n'est pas les prix, mais c'est pour avoir un élément de comparaison. J'entends l'argument, si c'est l'argument de Bertha, mais le marché est déréglé, il faut délivrer. Il faut délivrer maintenant, et je trouve qu'Arsenal ne délivre pas assez, malheureusement, au niveau des offres. Et c'est frustrant parce qu'il y a des intérêts sur plein de super joueurs et on a l'impression qu'on va se faire doubler sur plein de pistes. Là, Bruno Guimaraes, j'ai peur que si Arsenal n'y va pas, de façon concrète et de façon directe, Rodri apparemment va aller au Real Madrid. Il va falloir un remplacement à Rodri. J'ai peur que Manchester City pose 90 millions et qu'en 2 jours, le deal soit fait. Regardez avec Morgan Rogers, Chelsea, ils ont posé les 137 millions. Xabi Alonso, il a posé ses conditions à Morgan Rogers, il était d'accord. En 2-3 jours, le transfert était fait. Là, il y a déjà les photos officielles et tout. C'est bon, c'est fait. Donc Arsenal, il faut qu'ils y aillent aussi au niveau des offres. Il faut qu'ils y aillent au niveau des offres parce que sinon on va se faire doubler sur toutes nos targets. Et moi, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur parce que autant je suis d'accord pour dire qu'on n'est que au mois de juillet que le mercato va se faire, ça j'ai pas de souci. Mais moi le souci que j'ai, c'est que au final Arsenal se retrouve avec leur plan C, leur plan D pour les postes à renforcer, et que je vous ai parlé de dynastie dans la vidéo d'avant, qui fasse pas le mercato nécessaire pour prendre la longueur d'avance sur les concurrents. Ça c'est surtout ça qui me fait peur, qu'on fasse au final un bon mercato mais un peu moyen, entre bon et mid en fait, le mercato, et que au final on n'arrive pas à prendre vraiment ce statut de roi d'Angleterre, de meilleure équipe d'Angleterre, de ok Manchester City, ok Chelsea, ils ont de l'argent, ils essayent toutes les années à coup de 100-150 millions de se renforcer, mais Arsenal, ça reste la référence en Angleterre pour les prochaines années. Et c'est ça moi que je veux pour le club et pour mon club. Et j'espère que Bertha va délivrer. J'espère que Bertha va délivrer avec Bruno Guimaraes. Je vois la piste Nico Williams. Moi j'aurais préféré peut-être en backup. Ça aurait fait cher le backup, je suis d'accord. Mais maintenant que Zolis était là, j'étais pas au courant de ce joueur. Maintenant que je suis allé un peu me renseigner, je suis plutôt hypé. Et si Nico Williams est le premier choix, ça peut le faire. Même si Nico Williams a quand même des problèmes de blessure, donc à surveiller. Mais en tout cas, ça serait pas déconnant d'avoir un Nico Williams. Mais voilà, Nico Williams, Kenan Yildiz, Vinicius Junior. Moi, c'est les 3 pistes à gauche qu'il y a. Les 3 pistes les plus séduisantes pour moi qui restent pour l'aile gauche d'Arsenal. Bradley Barcola, par exemple, pour moi, c'est un cran en dessous de ces joueurs-là. Peut-être pas de Nico Williams, il y a moins de gap avec Nico Williams, mais sur les 2 autres, il y a un cran, voire 2 avec Vinicius. Vinicius est vraiment tout en haut, même s'il est méconnaissable, le pauvre, mais Vinicius est tout en haut. Et puis derrière, tu as Kenan Yildiz et Nico Williams qui sont à peu près dans la même range. Bradley Barcola, je le mettrai un tout petit peu en dessous, mais pas beaucoup. Mais Barcola, par rapport à Yildiz et Nico Williams, alors qu'il y a un niveau un peu moins fort, coûterait beaucoup plus cher. Donc moi, ce serait les 3. S'il y a un de ces 3 joueurs-là qui vient pour renforcer l'aile gauche d'Arsenal, je serais conquis. Au milieu de terrain, il me faut au moins Bruno Guimaraes.
le minimum syndical. Je pense qu'Arsenal va garder Odegaard, je pense qu'Arsenal va garder Eze, donc ce poste de 10 il est bien. Le poste de 8 il est bien fourni avec les Merino, les Lewis Kelly, Rice il peut jouer là, Zubimendi peut jouer là, enfin le Merino, il y a Merino qui est là aussi, il n'y a pas de problème, l'aile droite c'est bien. L'attaque j'attends de voir parce que moi je pense que Kai Havertz va rester. Gabriel Jesus j'espère va partir. Kai Havertz je pense va rester. Quid de Victor Gyökeres, je commence à revoir. Après c'était El Chiringuito donc c'est pas du tout une rumeur fiable. Mais je vois des rumeurs qui au final ça serait concret, le deal, le swap avec Julian Alvarez. Moi je veux garder Gyökeres. Je suis d'accord pour faire venir un attaquant de plus haut calibre, mais par contre il faut garder Gyökeres derrière parce qu'il apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas. Et surtout, c'est un monstre de mentalité, d'abnégation, il a tout fait pour venir à Arsenal, il mérite d'avoir une autre chance. Je suis sûr qu'il va délivrer l'an prochain encore plus que cette année. Donc j'ai envie de garder mon prince suédois. Je veux absolument pas qu'il parte et je sais qu'il va rester. Et moi je pense aussi du coup maintenant qu'il faut un défenseur central / arrière droit. Défenseur central qui peut jouer arrière droit ou au moins défenseur central pour pallier à l'absence de William Saliba. Contre ça j'ai l'impression que ça va pas se faire parce que encore une fois Arsenal veut pas surpayer, mais Villa veut 70 millions, Arsenal veut pas poser plus de 40 millions. Au bout d'un moment les gars, là tu vois un défenseur international titulaire à la Coupe du Monde, tu peux pas te dire que je vais l'avoir pour 40 millions. Non, même s'il a 28 ans, il faudra poser 50-60 millions au moins pour convaincre Aston Villa. C'est comme ça que ça marche. Et sinon, moi la piste John Stones, honnêtement, ça pue. Ça pue, ça sent le mec qui va faire 2 matchs, qui va se péter pour toute la saison et au final, on aura juste un autre mec pour tenir compagnie à Saliba à l'infirmerie. Moi non. Moi non, je suis pas du tout convaincu par John Stones. Amenez-moi un mec qui est bon tout de suite. Donc à compte ça, la croix apparemment va plutôt aller du côté de Chelsea. S'il faut, ramenez-moi un Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé est top talent. Donc ça va ramener de la concurrence en plus quand Saliba va revenir. Ramenez-moi un mec fort. Ou alors un vrai arrière droit. On vend Ben White et on ramène un vrai arrière droit et on fait confiance à Mosquera pour la première partie de saison. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire au niveau de la défense. Donc voilà, un défenseur, un milieu, Bruno Guimaraes, un ailier gauche. Moi, vous savez mon amour pour King Yildiz. J'aimerais bien le voir sur cette aile gauche, je trouve que ça serait le joueur parfait. Et peut-être un attaquant, du coup, pourquoi pas Eddie Kropi. Ou pourquoi pas Julian Alvarez, du coup on voit que c'est ce qui est plutôt chaud du côté d'Arsenal. Et dernier point que je voulais aborder, c'est les ventes. Ça aussi ça me frustre pas mal parce que de revoir Reiss Nelson, de revoir Fabio Vieira à l'entraînement, de revoir Gabriel Jesus, les gars non, ces gars-là, next Fabio Vieira, je veux plus le voir, Reiss Nelson je veux plus le voir, Gabriel Jesus je veux plus le voir, et pour une vingtaine de millions d'euros pour presque chacun, Reiss Nelson un peu moins, mais Fabio Vieira ça doit partir à 20 millions, Gabriel Jesus ça doit partir à 20 millions, il faut aussi vendre, il faut réussir à vendre, il faut qu'Arsenal arrive à bien vendre, parce que ça ils ne savent pas le faire, depuis que je suis Arsenal ils ne savent pas le faire, donc il faut qu'ils apprennent à le faire. Voilà pour cette vidéo un peu plus courte que la dernière. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la stratégie de recrutement d'Arsenal et si au final au 1er septembre on sera quand même satisfait du mercato des Gunners. Likez, partagez la vidéo partout comme d'habitude et n'oubliez pas, England is red.